Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Ici, par ici. Ça va ? Ouais, je crois. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'ascenseur ? On était bien dans un ascenseur, non ? Ouais, je me souviens qu'on a pris un ascenseur Oh, et... Quoi ? j'ai compris, on est mort. Hein ? L'ascenseur est tombé et on est mort. Dis pas de bêtises. On est mort, encore une fois. Oh, ferme-la, Rory, essayons plutôt de savoir où on est. Par là. C'est un épisode digne d'Halloween que nous offre aujourd'hui la série Un enfant terrifié, des parents désemparés et une ambiance des plus sombres, le cocktail parfait pour attirer le docteur et ses compagnons, dont il finira d'ailleurs par se débarrasser assez vite. Il faut croire qu'il commence à en avoir marre. Je suis venu pour te parler des monstres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à Terreur Nocturne, titre original Night Terrors. Diffusé pour la première fois le 3 septembre 2011, il est écrit par Mark Gatiss et réalisé par Richard Clark. Pour cet épisode, je suis entouré de Mireille, Eden et Bob chez les Néo. Salut. Salut. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Et côté Wouviane, Adèle, Doraline et Pierre. Salut. Des maths. Coucou. Hello. Comment ça va ? Très bien. Oui. C'est bientôt les vacances, alors ça va très bien. Et toi, Cédric ? On en revient de Ça vacances. va et toi ? Ça va. Bon, Doraline et Pierre, vous avez passé un bon été ? Oui. Oui. On a bien rigolé en vous écoutant la semaine dernière aussi. Ah bah c'est gentil, on est bien content de vous retrouver, nous aussi. Oui, nous aussi. Bon, je pense qu'on n'a pas d'actualité aujourd'hui. Tout a été pris la semaine dernière. Donc, on va pouvoir... Oui, bon, il y avait déjà assez à dire. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, on va déjà passer directement à votre mot. Et je commence par Eden. Eh bien, j'ai fait simple pour cet épisode. Ce sera peur. Mireille. Alors, en toute honnêteté, j'étais tellement concentrée à prendre des notes pour le résumé et j'ai pas eu le temps de regarder l'épisode une deuxième fois, donc j'ai pas trop d'inspiration de mots. Donc on va dire mouais. Mouais. Bon, d'accord. Mouais. Bob. Hollywood, 1939. Et non, Doctor Who, saison 6, épisode 9. On reviendra dessus sûrement, je pense. Ouais, je veux bien, ouais. Adèle. Monstres et compagnie. Doraline. Beaucoup trop mignon. Moi, ce sera pédiophobie. Et non, ce n'est pas la peur des pieds. Pierre. Moi, j'en ai 3. Bon, bah vas-y. T'étais pas là la dernière fois, alors tu peux te rattraper. Voilà, donc après, je peux peut-être donner... Si j'avais fait l'épisode de la dernière fois, ça aurait été biographie. D'accord. Et sur cet épisode-là, c'est d'abord chiant, ensuite flippant, et pour terminer, émouvant. Oh, c'est beau. Très bien. Eh ben, on se fait le résumé, et après, on revient sur vos avis. Alors qu'il vogue quelque part dans l'univers, le docteur reçoit l'appel d'un enfant terrorisé au moment d'aller dormir. Amy, Rory et le docteur se rendent donc sur Terre, quelque part en Grande-Bretagne, dans un gigantesque immeuble. Pour retrouver l'enfant, ils se séparent et toquent aux portes des différents étages, un peu comme des témoins de Jéhovah. Après avoir fait le tour d'un étage, Amy et Rory prennent l'ascenseur pour descendre, mais ils sont avalés par ce dernier, puis téléportés dans un endroit inconnu, juste avant qu'une vieille dame soit à son tour avalée par les sacs poubelles qui traînent près de la résidence. On a connu plus sympa comme soirée. Pendant ce temps, le docteur finit par repérer l'enfant traumatisé et toquer chez lui, en se présentant comme une sorte de médecin assistant social. Il fait donc la rencontre de George, 8 ans, et de son père, désespéré et surtout très inquiet de voir son fils terrorisé. Après un tour dans la chambre de George, le docteur se rend compte que l'enfant a très peur de son armoire. Il essaie de l'ouvrir mais il se rend vite compte, grâce à son tournevis sonique, qu'ouvrir cette armoire est une très mauvaise idée, tant ce qu'elle contient est terrible et dangereux. Bon, on apprendra plus tard que dans une tentative de rassurer leur fils, les parents de George avaient pour rituel d'y ranger les choses qui l'effrayaient et que l'imagination ayant fait son chemin, en fait l'armoire est devenue l'essence même de la peur de l'enfant.
Pendant ce temps, Rory, Amy et la vieille dame ont atterri au même endroit, dans une maison sombre qui a l'air vide et où des objets en bois sont peints pour ressembler à des ustensiles du quotidien. Ils ne tarderont d'ailleurs pas à être rejoints par le propriétaire des appartements qui, quelques minutes avant, s'amusait à faire peur au père de George pour lui faire payer le loyer. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle le karma. Il finira d'ailleurs transformé en poupée de bois hideuse qui poursuit Amy et Rory, et Amy sera elle aussi transformée. Toujours dans la chambre de George, le docteur réfléchit à toute allure et réalise que George n'est en fait pas le fils biologique de ses parents. Après de nombreuses tentatives pour procréer et notamment des fécondations in vitro, les parents se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et c'est là-dessus qu'est arrivé George, qui est en fait un Tenza, une créature attirée par le vide créé par l'absence d'enfants dans la vie de Claire et de son mari. George a endossé le rôle d'un enfant et modifié les souvenirs de ses parents pour les persuader qu'il était leur fils biologique. Les Tenza sont en fait des créatures qui s'adaptent à leur environnement et n'ont aucune mauvaise intention. Lorsque George est submergé par sa peur, l'armoire s'ouvre d'elle-même et aspire le docteur et le père de George, qui sont à leur tour transportés dans la maison lugubre, qui n'est autre qu'une maison de poupées. Ils sont assez rapidement poursuivis par les poupées flippantes et finissent d'ailleurs par retrouver Rory qui est traqué lui aussi. Le docteur parvient à crier à George que lui seul peut les sortir de là en affrontant ses peurs. Prenant son courage à deux mains, le garçon ouvre l'armoire et est aspiré lui aussi dans la maison de poupée. Il tente tant bien que mal de résister à la peur, mais il est assez vite submergé, jusqu'à ce que le docteur et son père comprennent que ce qui effraie le garçon, c'est pas tant les jouets en eux-mêmes, mais plutôt le fait d'être rejeté et abandonné par ses parents. Son père, en héros, repousse les poupées et rassure George, balayant ainsi sa frayeur et rendant la vie à tous ceux qui étaient enfermés dans cette maudite maison de poupées. Merci Mireille pour ce résumé. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé ? De rien. Moi, je le trouve très complet, donc C'était non. très bien, merci. 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 Cédric? Très bien, eh bien merci pour... on va pouvoir continuer du coup. Et je vous écoute pour vos avis globaux sur cet épisode, Eden. Eh bien, c'est une agréable surprise parce que comme j'avais pu le dire au dernier épisode, le style de l'horreur, c'est pas mon style de prédilection, donc je m'attendais à passer un épisode un peu différent, on va dire. Je m'attendais à ce que ce soit plus dans l'horreur, mais au final, non, j'ai pas trouvé tant que ça, donc j'étais très agréablement surprise de pouvoir profiter de l'épisode. J'ai bien aimé le concept, j'ai eu envie de baffer le propriétaire, hein. Il en fallait bien dans l'épisode. Et puis, non, je suis curieuse de savoir aussi le fil rouge de cette saison avec... puisqu'on voit dans la dernière scène que le docteur, il regarde à nouveau l'information du dernier épisode, comme quoi il est mort. Donc, je sais pas, ça va un peu continuer dans les épisodes suivants, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner, d'avoir la suite. Mais sinon, non, j'ai trouvé que c'est un épisode sympa à regarder. C'est pas mon préféré, mais il se laisse bien regarder. T'as hâte que le docteur meure ? Mais t'es horrible. Je suis une sadique. Non, techniquement, on sait qu'il meurt, J'aime on l'a déjà pas vu bien ça. mourir. Oui, enfin, de là à dire que t'as aimé ça, c'est quand même différent. Non, j'ai dit que... Non. J'ai hâte de savoir où va mener ce fil rouge. Attention. Ah, vivement qu'on en termine avec ce podcast, quoi, tu vois. Enfin, la fin de Doctor Who. Mireille. Alors, pour le coup, je rejoins complètement l'avis de Eden sur l'épisode, dans le sens où j'appréhendais le visionnage parce que j'avais peur, effectivement, que ce soit horrifique. En gros, j'avais peur de passer la moitié de l'épisode la main devant les yeux, de peur d'avoir peur. Et en fait, effectivement, ça n'a pas été le cas parce que c'était pas si... Enfin, en fait, genre, il y avait une sorte de tension, mais c'était pas si prégnant que ça, donc ça allait. Mais après, effectivement, bon, c'est pas un épisode de dingue, il est sympa à regarder, mais il est pas mémorable, quoi. Bob. Avant que Gontran donne son avis, je voudrais mettre une hypothèse sur son nom. Non, pardon, c'est Franck. Non, mais il y a pas de respect, quoi, dans ce podcast. Eh, moi, je te nomme comme t'es nommé dans le vocal. Hein. Ah bon, c'est Franck aujourd'hui ? Non, c'est Bob. Bon, c'est Bob. Ah non, c'est écrit Gontran. Du coup, je voulais mettre une hypothèse sur l'explication de ton mot. Est-ce que c'est en rapport avec la Tour de la Terreur de Disneyland Paris ?
Mais bien sûr, Ah, mais bien merci. sûr que oui, Adèle. Je l'avais noté aussi. Et j'espérais que tu sois là pour qu'on puisse en parler. Ah mais tellement. Donc ton avis, Bob? Bah mon avis en fait, l'épisode, je l'ai trouvé plutôt bon, mais par contre, il était pas là où je m'attendais qu'il soit. Je pensais qu'on allait partir vers quelque chose d'un peu plus midnight, donc j'avais une très très grosse hype, et bah on n'a pas été tout à fait là, donc mais ça reste un bon épisode quand même. Adèle? Alors, je me souvenais assez bien des poupées, qui sont quand même assez affreuses, il faut le dire. Du coup, je pense que c'est un épisode qui m'avait marqué avant de le revoir. Après, moi je trouve, enfin, c'est un épisode que j'aime vraiment bien. Je pense qu'il me touche encore plus maintenant que je suis devenue maman, parce que vraiment le petit garçon, je le trouve très touchant. Je trouve que même le concept de Tenza, je le trouve vraiment sympa. Je trouve que vraiment c'est un extraterrestre qui est vraiment touchant. Et malgré tout, je trouve que il est quand même bien flippant l'épisode. Enfin, en fait, je pense que c'est vraiment c'est juste à cause des poupées. Hein. C'est vraiment tout l'aspect. En fait, c'est visuel, c'est pas tant dans le scénario ou quoi. Effectivement, il y a un peu de la tension, mais c'est plus visuellement. C'est vrai que ça met un peu mal à l'aise, quoi, tout l'univers des poupées. Et en ça, je trouve que Doctor Who sait bien faire les épisodes un peu épouvantes. Et du coup, moi, c'est un épisode que j'ai vraiment bien aimé. Doraline? J'avais absolument aucun souvenir. Je m'en suis rendu compte en fait après l'avoir regardé. J'avais aucun souvenir de cet épisode, donc je sais pas si c'est qu'on l'a zappé. Après l'avoir regardé ou par rapport à avant? Alors non. Je l'ai regardé, j'ai eu des souvenirs. Mais disons que j'ai analysé ensuite et je me suis dit, mais est-ce qu'on l'a regardé avec Cédric à l'époque en fait? Oh bah oui, on les a tous vus. C'est quand même assez dingue parce que je me souviens avoir cherché les anecdotes avant de le regarder et d'avoir aucun souvenir du design des poupées, de l'enfant, enfin vraiment... Quoique je me demande s'il n'y a pas une période où ça s'essoufflait un peu et du coup, je sentais que ça s'essoufflait un peu de ton côté. Et On donc aurait du zappé coup, je quelques t'ai trucs. dit, ouais, celui-là, au pire, tu peux le zapper. Alors peut-être qu'il était dedans. Ouais, parce que vraiment, enfin, il n'y a rien qui m'a, dans l'épisode, rappelé quoi que ce soit. Donc, je partais avec aucun a priori, et donc oui, ça n'a pas été un épisode... J'étais quand même déçu. Non, ça n'a pas été un épisode d'horreur, alors que pour le coup, moi j'aime bien ça, mais j'ai pas été forcément plus déçue non plus. J'ai trouvé ça assez intéressant, et comme l'a dit Adèle, qu'on bifurque à un moment donné sur le sujet famille, identité, adoption, j'ai trouvé ça plutôt... assez actuel, je dirais, et alors je sais pas si on peut dire en avance pour l'époque où c'est sorti, mais en tout cas très intéressant. Et toujours comme Adèle, désolée. Mais le concept de cette petite créature qui au final, quand on y réfléchit, quitte sa famille, quitte son univers pour aller pallier à un besoin d'une autre créature quelque part dans l'univers, je trouve ça très touchant et j'aimerais bien en savoir beaucoup plus dessus. Voilà. T'excuses pas, ça me fait plaisir. Si je peux juste me permettre une petite aparté, si vous me le permettez, soyons honnêtes un petit peu, ça reste quand même bien meilleur que Des morts inassouvis, épisode 3 de la saison 1. Tu ne crois pas si bien dire? Parce que c'est le même scénariste. Exactement. Voilà. Oh. Pierre, on t'écoute. Bob l'a comparé au départ avec Midnight. Et moi, quand on a lancé l'épisode, je me suis dit, ça ressemble à Londres 2012. C'est vrai. Bah oui, Ouais. c'est vrai. Remarque encore un enfant dans un une peu. maison avec un extraterrestre, machin. C'est pour ça que du coup, la première partie de l'épisode, j'ai trouvé ça chiant parce que je me suis dit, bah non, mais ça s'est déjà vu, on va pas être surpris, il va toujours se passer les mêmes choses. Et au final, j'ai bien aimé la deuxième partie où ils étaient dans l'armoire en fait. Pour le coup, ça m'a fait un peu plus flipper. Alors, je suis pas fan de tout ce qui est horreur, hein, mais pour le coup, moi, ça m'allait très bien que ce soit pas foufou. Et puis, j'ai préféré la deuxième partie et j'ai bien aimé après jusqu'à la fin. Mais au début, je suis parti avec un a priori assez négatif avec les premières minutes. D'accord, très bien. Très bien. Et ben, du coup, j'ai un seul avis à diffuser. On l'écoute. Bonjour la team Otardi, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien.
Et tout Ah. Maintenant, allons sauver George qui a urgemment besoin d'un docteur. Heureusement, le Doctolib de l'espace a permis au TARDIS d'intercepter son appel à l'aide et voilà notre docteur qui passe en mode visite à domicile. J'ai adoré cet épisode. Je suis entrée dans ma période Halloween, sorcière, ma spooky saison et franchement, cet épisode est digne de cette période. Digne des jeudis de l'angoisse et il aurait très bien pu faire partie de la collection des contes de la crypte. Déjà, le thème. Un enfant en prise de terreur nocturne, des parents totalement dépassés par ce qu'il ressent et qui n'arrivent pas à lui faire comprendre que ses peurs sont irrationnelles. Irrationnelles? Vraiment? Ensuite, le lieu. Un huis clos dans un immeuble vraiment flippant, un ascenseur qui résonne partout, des habitants tout aussi chelous les uns que les autres, entre les jumelles, le chien du proprio et la vieille et ses poubelles, on est servi. Et enfin, ce placard qui enferme toutes les terreurs du gamin. Alors, je vais vous avouer que j'ai peur des ascenseurs. Si j'ai le choix, je prends direct les escaliers. Alors, cette scène où Rory et Amy chutent dans le vide, enfermés dans la cage d'ascenseur, j'ai hurlé avec eux. Ensuite, j'avais pas peur des maisons de poupées et des poupées en bois, mais je les regarderai plus pareil. Pareil, voilà, les poupées en bois, ils auraient pu faire des jolies petites poupées, mais non, ils ont opté pour la version Chucky. J'en ai encore des frissons. Et à côté de l'horreur totale, on a des petits moments pleins d'humour. Le premier a été quand Rory et Amy se sont réveillés dans la maison de poupées et que Rory sort, on est mort, encore une fois. Mais oui, arrêtez de vouloir le tuer, le pauvre. Et seconde petite pépite d'humour, c'est quand le docteur et le père de George entrent dans le placard et donc dans la maison de poupée, et que le père sort, c'est plus grand à l'intérieur. Alors, la réplique du docteur, ce petit sourire, ce regard, quand il dit « c'est plus fréquent qu'on ne croit » en référence au TARDIS, j'adore. J'ai juste eu un peu de mal avec l'histoire de George, qui est donc un extraterrestre en mode coucou dans un nid. Ça, j'ai bien compris. Donc, il a entendu la détresse d'Alex et Claire qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Mais du coup, il errait dans l'espace à la recherche d'une famille. Il a pris la forme d'un humain. C'est sa forme basique. Là, ils m'ont un peu perdu, mais franchement, c'est pas grave. Hormis ça, j'ai adoré l'épisode. J'avais l'impression d'errer dans une histoire de Stephen King. Bon, voilà. Juste, je vais ajouter que je suis ravie de vous retrouver. Et c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Merci Pandora qui a donc fini par retrouver un moyen de suivre les épisodes en même temps que nous. Ouais. Nous aussi, on est bien contents de la retrouver. Ouais, Mais trop grave, cool. j'avais trop peur qu'on ait plus du tout ses avis. Bah oui, moi aussi. Et elle aussi d'ailleurs. Ça l'embêtait de ne pas pouvoir nous partager. Alors, est-ce que vous avez des choses à répondre sur la vie de Pandora ? Bah, pas tant en vrai. Elle a fait un avis complet. Après, je pense qu'elle a plus apprécié l'épisode que moi, pour le coup. Mais je la rejoins sur les traits d'humour et ce qu'elle disait, enfin la réaction de Rory, genre ah non, on est mort encore. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire ce passage. C'est mon élément marquant. C'est le mien Il aussi. travaille. Moi aussi. C'est rare qu'il sorte aussitôt. Oh mon dieu, on a tué Rory. Donc, ok. Par contre, on commence. C'est un épisode qui tranche avec l'épisode précédent, du coup. On revient un peu sur un... Enfin voilà, il n'y a pas de... À part effectivement les quelques dernières minutes, il n'y a aucun lien avec le fil rouge. Donc du coup, on revient vraiment dans un épisode... Comment on appelle ça One Alone? Ouais, ça doit être ça, One Alone. Stand-alone. Peut-être, je sais plus. Bref, en tout cas, moi je trouve que ça fait plaisir de retrouver aussi un épisode un peu comme ça en fait. Parce que l'air de rien, quand on y pense, c'est le premier épisode depuis, je dirais bien les pirates. Parce qu'il y a eu Allons tuer Hitler qui était la suite de La retraite du démon, qui elle-même était la suite du double épisode de La chair. Donc tu dis que c'était une suite? Non, mais enfin, je me comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un lien complet avec le fil rouge, en fait. Tout ça, ça fait partie d'une série. Mais voilà, là, on se retrouve vraiment en dehors d'une histoire qui est plus globale, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça fait un peu du bien, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis assez d'accord parce que, en plus, souvent, on dit Doctor Who, c'est bien parce que tu peux regarder les épisodes indépendamment, il n'y a pas de.
ça suit pas, donc tu peux regarder un peu comme tu veux, sauf que en fait on se rend compte que pas tant que ça finalement, parce que c'est vrai que si tu commences en regardant Allons tuer Hitler, en fait tu comprends rien. Et du coup, au tout début, vraiment les toutes premières saisons, je pense que c'est un peu le cas, mais plus ça va, et finalement, c'est beaucoup moins cet effet-là. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait du bien, ça fait plaisir aussi d'avoir des épisodes vraiment qui se regardent juste, où tu mets un petit peu de côté le fil rouge et tu reviendras plus tard, quoi. Je suis assez d'accord, ça fait du bien et puis ça permet mine de rien de souffler aussi parce que je pense que si on avait que des épisodes qui se suivaient, au bout d'un moment ça serait peut-être un peu lourd. Donc d'avoir ces petits épisodes par-ci par-là, ça fait du bien également. C'est marrant, je suis pas trop de votre avis parce que pour moi, alors oui, c'est sûr, en vrai, je comprends ce que tu disais, Adèle, le fait de regarder l'épisode indépendamment des autres et tout, mais d'un autre côté, sur un fil rouge comme celui de River Song, en tant que spectatrice, j'ai cette impatience de me dire, j'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer, comment ça va se dénouer, etc. Et du coup, c'est un peu frustrant d'avoir un épisode qui n'aborde pas du tout le sujet, quoi. C'est pour mieux te faire rester. Ils te tiennent en haleine. Mon enfant. Bob, un avis sur le sujet ? C'est un peu délicat ce que je vais dire, mais l'histoire en elle-même m'a pas forcément vraiment plu. Donc ce qui m'a plu dans cet épisode, c'était des séquences. Limite, j'aurais préféré qu'on reste dans le fil rouge et qu'on le fasse un petit peu avancer, ou alors qu'on ait une vraie histoire indépendante qui soit vraiment prenante, comme un Midnight ou d'autres stand-alone qu'on a eu qui étaient vraiment pour le coup super bien construits. Je sais pas, il m'a manqué quelque chose dans le déroulé de l'histoire. C'était pas fluide, j'ai eu un peu le sentiment qu'a eu Pierre au début, j'ai trouvé que c'était un peu long. Je crois que ce qui m'a vraiment happé, c'est la scène d'ascenseur, et après les poupées, mais j'ai eu cette phase un peu lente au début qui m'a pas aidé à rentrer vraiment dans le scénario. Dit comme ça fait vraiment Disneyland Paris, hein. L'ascenseur, puis les poupées, on a l'impression que t'as fait ton tour d'attraction, là. C'est ça. Exactement, j'ai pris un petit shoot de DLP. Après, on va aller faire ratatouille. Moi, c'est marrant parce que j'ai pas le même avis que vous sur la première partie. Moi, j'ai trouvé, par exemple, il y a la scène, je la trouve marrante, moi, la scène où ils font du porte-à-porte, par exemple, pour trouver le gamin. Enfin, je sais pas, justement, Rory qui se retrouve face au propriétaire désagréable, horrible propriétaire, mais vraiment horrible, je suis d'accord avec vous. Il est horrible, il est très moche. Je le hais. Lui, pour le coup, il méritait pas de ressusciter, hein. Non, lui, il méritait de rester à chemin entre le sol et la moquette. Tu sais, genre juste sa tête et un bout de main, tu sais. Avec le chien. Oui, avec le chien, ouais. Moi non plus, j'ai pas aimé ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec les choses que tu n'aimes pas ? On les met dans le placard. Donc, juste pour revenir à ce que vous disiez, je suis pas vraiment de votre avis en fait. Alors je sais pas si c'est parce que à l'origine j'aimais pas trop River et que même si mon opinion a changé, mais je trouve que ça fait du bien en fait de pas forcément rester dans le fil rouge avec des épisodes plus ou moins graves, mais en tout cas importants. Enfin, ça fait du bien, un peu de légèreté de temps en temps, et puis pour justement créer cet effet de on veut voir la suite. Je pense que c'est bien de bien le doser, un petit peu de frustration pour le spectateur quand tu écris une série ou un film, que voilà tout s'enchaîne pas, que tu contentes pas en fait le spectateur et que tu traites d'autres histoires, parce que malgré tout, enfin même si River est un personnage central et que son intrigue amène à être résolu, enfin autour ça continue quand même, le monde continue toujours de vivre, il y a des créatures qui entrent en interaction avec le docteur, avec Amy, enfin tu vois, c'est pas pour autant qu'il y a ce truc là avec River à traiter qu'il faut que tout s'arrête, et moi c'est au contraire, ce que j'aime bien, c'est qu'il y ait des petites pauses de temps en temps où on parle vraiment d'autre chose en fait. c'est un peu justement ce qu'on disait au final sur le précédent épisode. À un moment, on disait que c'était peut-être pas mal qu'il y ait eu finalement la pause entre l'épisode de la retraite du démon et l'épisode d'Hitler. Du coup, on vous a pas posé la question, Pierre et Doraline, mais est-ce que vous aviez quelque chose à redire, vous, sur ce précédent épisode-là,
Parce que justement, là, on était effectivement sur le fil rouge. On va pas revenir complètement dessus parce que voilà, on est passé au suivant. Mais est-ce que vous, il y avait un truc qui vraiment vous aviez, enfin voilà, vous aviez envie de dire par rapport à l'épisode de Allons tue Hitler? En vous écoutant, je me suis rendu compte que je m'étais complètement fait avoir. Je ne sais plus qui le dit à un moment donné. Et genre, cet épisode, c'est un énorme mensonge parce qu'au final, Hitler, au bout de 10 minutes, ciao, plus personne n'en parle, personne le tue. Enfin, c'est quoi cette arnaque, quoi? Et je me rends compte qu'en fait, on se fait avoir pendant tout l'épisode parce qu'au fur et à mesure, j'ai oublié le nom de l'épisode, j'ai oublié qu'il y avait Hitler et on est parti dans complètement autre chose. Après, j'ai tilté sur quelque chose, et ça, je crois que c'est Adèle qui le dit, j'avais jamais remarqué, c'est qu'en fait, Amy et Rory élèveront jamais leur fille. Et en fait, ça me paraît ultra logique maintenant que ça a été formulé, mais je m'en étais pas rendu compte avant, et je trouve ça très triste aussi. Donc, du coup, merci d'avoir Ça me brise le cœur. Bah ouais, merci d'avoir analysé tout ça, parce que c'est vrai que moi, du coup, j'avais pas capté tout ça. Après, sur l'épisode en lui-même... non, pas grand-chose, hormis ce que vous avez déjà dit. Pierre? Moi, alors, je sais pas si les auditeurs, les auditrices s'en souviendront, mais dans le tout premier épisode qu'on a enregistré, donc il y a à peu près 25 ans... Là, c'est loin. Bah oui. À l'époque, on avait des micros... horribles. Hyper magnifiques. Je dis que le tout premier moment que j'ai vu de Doctor Who, c'était Amy, Rory, le docteur et du coup Mels dans un champ de blé autour du Tardis. Et du coup, c'était la bande-annonce de cet épisode-là. Ah oui, c'est pas le premier épisode que t'as vu, t'as juste vu la bande-annonce. J'ai vu la bande-annonce sur France 4 à l'époque, ouais. Ça aurait été horrible. Le premier épisode que tu vois, ça te spoil direct qui est River. Le truc. Après... Plus aucun intérêt à regarder la série, du coup. Après, je suis pas au point d'Adèle, mais j'aurais pu recommencer la série du début et arriver à cette période avec River et l'avoir oublié. Oui, oui. Ça t'aurait vaguement dit quelque chose. Oui, voilà, ça m'aurait peut-être... ça me serait sorti de la tête et j'y aurais pas forcément pensé. Mais non, je suis assez d'accord sur le fait que Hitler est au final très secondaire dans cet épisode et que j'ai l'impression de me répéter, mais au final, les épisodes historiques, quand je les analyse, en fait, je les trouve... Je vais faire comme Bob, moi aussi, je vais arrêter ce podcast parce qu'au final... Bah oui, c'est vrai, on n'avait même pas de Pierre Castor. Après, sur Hitler... Oui, non, c'est assez. C'est pas... c'est pas le genre de Pierre Castor que t'as envie de faire pour raconter des histoires sympas, quoi. Pourtant, Rose, elle a dit que les nazis, ça mettait l'ambiance, ou je sais plus. Ça allégeait l'atmosphère. Ouais, oui. Ça allégeait l'atmosphère, c'est ça. Ça faisait penser à... Je crois que quand je l'ai dit, quand je l'ai entendu, ça m'a fait penser à Burger Quiz, où je pense qu'à chaque émission, j'essaie de caser un point sur Hitler. En y repensant, je me suis dit que je sais pas s'ils auraient pu faire tout un épisode sur Hitler, parce que c'est quand même un sujet qui est très compliqué quand même à poser. Et je me dis que est-ce que vraiment t'arrives à faire une histoire avec ce personnage-là un peu central? C'est quand même, je pense que c'était très délicat quand même. Donc en y repensant, je me dis, j'aurais bien aimé, et en même temps, je sais pas si vraiment ils avaient la possibilité, l'envie. Enfin, ça aurait peut-être été un peu malaisant, ou je sais pas, mais finalement, peut-être que le fait qu'il l'ait mis que 5 minutes et de manière finalement plus drôle, peut-être que ça suffisait parce que, je sais pas. Pour moi, pas forcément, parce que, alors oui, il y a le personnage n'est pas le même, mais quand il y a eu un épisode avec Churchill était beaucoup plus présent. Pourtant, c'était aussi orienté par rapport à la guerre. C'est juste qu'il y avait... Ouais, mais c'est pas Hitler, quoi. En fait, je pense que ce que j'aurais bien aimé comme épisode, et dites-moi si c'est un peu le cas, c'est pas forcément où on le montre beaucoup à l'écran, mais où il y a ce dilemme de... on l'aide ou pas, quoi. On pourrait le faire que ça s'arrête et que le futur, le futur du passé, où ils sont en tout cas, ne devienne pas ce qu'il est. Et dans ce cas-là, moralement, qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que tu modifies? Oui, c'est vrai. Oui, ils auraient pu jouer plus sur le contexte sans forcément mettre Hitler, parce que c'est vrai que là, le titre, finalement, Allons tuer Hitler, en fait, c'est juste une phrase qui pop et limite après, on n'en parle plus en fait. Et puis, la question du dilemme, est-ce que c'est pas du déjà vu avec l'épisode de Pompéi? Ouais, mais c'était un autre docteur, c'était d'autres compagnons, et on a bien vu que chaque docteur est différent, donc il aurait pu avoir un fonctionnement différent.
Oui, c'est vrai. Allez, on revient à l'épisode. Ouais, j'allais du dire, jour, parce quand que même. sinon, hein, on va refaire l'épisode. Parce que là, on risque de repartir beaucoup trop. Bref, donc là, du coup, c'était un peu... parce qu'effectivement, on a parlé du fait que... Est-ce que c'est bien d'avoir quand même un épisode qui nous permette un petit peu de sortir de justement tout ce fil rouge qui a été... Moi, je trouve que ce fil rouge, l'air de rien, quand on y pense, il a pris quand même vachement de place entre les deux... du coup, il y avait les 2 premiers épisodes qui étaient sur l'astronaute. Après, c'est juste après qu'on avait directement les pirates. Puis après les pirates, on passait directement à la chair ou on en avait encore un ? Je sais plus. Ah, il y avait l'âme du Tardis quand même. D'ailleurs, je crois qu'il devait même pas être. Je crois qu'il était pas au bon emplacement. Du coup, par rapport à ce que tu disais sur le fait que c'est un épisode entre guillemets de respiration, moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est le 2e épisode depuis la reprise. Donc, si au bout d'un épisode, t'es obligé déjà de faire un épisode de respiration. Oui, après, c'est sûr, pas ouf. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Il me semble que j'ai lu qu'à la base, il devait pas être positionné à ce moment-là, cet épisode. Ah, ça aura pas duré longtemps que quelqu'un pète une anecdote, hein. Bisous. C'est quelle anecdote ? La tienne, la 6. En plus, c'est celle de Pierre. En plus, c'est la mienne. Je l'avais dit, ça se passe que quand Pierre est là. Tu veux la donner ? J'ai spoilé un petit peu, mais j'ai pas donné vraiment le point intéressant. À l'origine, cet épisode devait se situer à la place de la Marque Noire. Mais les scénaristes ont estimé que la thématique du petit enfant effrayé était trop proche de l'épisode précédent. Ainsi, un passage où l'on voyait le visage de la femme à l'œil masqué apparaître a été supprimé du script. C'était quoi l'épisode juste avant ? Juste avant quoi ? Juste avant la Marque Noire, du coup. Merci pour cet engouement, Pierre. T'as vu ça ? L'épisode avant, c'était l'astronaute. Ah oui, le petit enfant, oui. Je suis désolé, j'ai essayé de mettre tout l'enthousiasme qui exsortait de moi. On aurait dit une pub YouTube doublée par l'IA, quoi. Bon, te dis quoi ? Ouais, même Franck Leboeuf, il joue mieux. Et du coup, je le dis parce que c'était la catégorie, on n'a pas d'idée, donc on recycle d'anciens épisodes. En vrai, du coup, ça fait c'est le 2e épisode qui a été déplacé sur cette saison-là, en fait. Parce qu'il devait y avoir 3e, du coup, puisque ça veut dire que la Marque Noire devait pas être là. Mais en même temps, la Marque Noire devait quand même être au début, vu que les pirates, ils apparaissent dans la retraite du démon. Ah, ça se trouve, Georges, il aurait dû apparaître aussi avec son père. Je sais pas. Bon, alors, donc moi je vous disais quand même que oui, la première partie j'avais bien apprécié. Moi je la trouve marrante, surtout le passage où on voit un peu les personnages. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a uniquement la personne que voit Amy qu'on ne revoit pas de l'épisode. Sinon les 2 autres on les revoit. Et ils finissent chez les poupées. Mais voilà. Sur les 2 personnes, est-ce que la petite vieille ne vous a pas fait penser à Miss Fig dans Harry Potter ? En plus relou, non ? Plus relou, je sais pas, mais peut-être pas tout le long de la séquence, juste le premier coup qu'on la voit dans la rue, en train d'espionner un peu. Oui, c'est vrai, ouais. Ou avec son petit chariot, là. Moi, il y a un truc qui me surprend sur cette petite vieille au moment de la poubelle. C'est que direct, elle accuse qui ? Elle accuse Georges. Est-ce que ça... Enfin, je sais pas, il a pas l'air d'être un... Le gamin qui a l'air super flippé, il a pas l'air d'être le genre de gamin à se planquer dans les poubelles pour faire peur à une petite vieille. C'est peut-être le seul môme qu'elle connaît. Je pense qu'il se planque sous son lit, pas dans les poubelles. Hein. Là, le complexe d'appartement que c'est, doit pas y avoir qu'un seul enfant. Hein. Ah bah non, c'est sûr. C'est peut-être un sale mioche, on sait pas. Hein. Avant qu'il ait peur de tout, il est peut-être relou. Bah, je sais pas. Et il y a peut-être 2 Georges. Oui, parce que Georges, c'est pas le prénom le plus... Surtout en Angleterre, les royalistes qui sont fans du roi Georges. Elle doit habiter à côté, si elle aime pas les mioches, bah du coup, c'est le premier prénom de gamin auquel elle fait référence, puis même pour nous, du coup, ça fait un lien avec un personnage qu'on connaît, tu vois, je pense. Ce serait donc une facilité scénaristique ? Eh, mais faites pas péter bravo. tous les bingos.
Non mais je les évacue, comme ça t'es tranquille après, Cédric. C'est pour toi que je fais ça, hein. En plus, tu l'as même pas dit quand j'ai dit que je détestais physiquement le proprio. Non, Adèle fait un délit de faciès. Ah bah clairement, t'as vu sa tronche. C'est pas un délit faciès, c'est mérité. J'ai demandé si Oui, là, c'était c'est ça ton unanime. délit de faciès de fin de saison. Ah non, c'est pas celui-là, non. Il y en a encore. Mais bon, après, oui, moi je confirme, il a quand même la gueule horrible. Donc, du coup, il y a deux trucs que je ne trouve pas crédibles sur cette scène-là de la poubelle. C'est que, déjà, effectivement, c'est un peu bizarre que ce soit Georges que tout de suite elle accuse Georges. Et dans le même temps, si elle se fait aspirer par les poubelles, ça veut dire que Georges a peur d'elle. Elle a peur de la vieille. Parce qu'elle fait du bruit avec son chariot. Quand il passe devant sa chambre, on entend... D'accord. Bon, d'accord. Ok, ça, j'avais pas dit. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un coup de gueule. Ces chariots là, c'est super pratique si on pouvait arrêter de juste montrer des vieux avec, parce que du coup, moi quand j'utilise le mien, tout le monde se fout de ma gueule. Alors que c'est super pratique ces trucs-là. Mais on se fout de ta gueule. Moi je trouve que c'est important que des jeunes soient représentés avec ces caddies-là parce qu'ils sont géniaux. Et ils grincent pas tous. Oh, Seigneur. Bon, Anglopan, Et t'as envie d'être bouffé par des poubelles ? Non. Non. Surtout pas. Mais je veux pouvoir utiliser mon caddie tranquille. La citation. Je veux pouvoir utiliser mon caddie tranquille. Allez, ça part. Ça montrerait le niveau du podcast, quoi. Si c'est ça la citation qu'on tire de l'épisode. Oh là 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 là. Donc voilà, bon, après, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur le sujet. Sur quoi vous voulez partir ? Pas sur le concept, par exemple, de la maison de poupée, enfin, sur tout le concept des peurs et tout ça, enfin, je sais pas, après, sauf si d'autres gens ont des sujets qui veulent aborder. Il y a pas mal de... Peut intégrer les tocs à de la peur ou pas ? C'est-à-dire le coup des lumières, là ? Ouais, le coup des lumières. Pour moi, je le voyais plus vraiment comme ça, sur le fait qu'il a besoin, à chaque fois, qu'il y ait 5 allumages et extinction des lumières. Donc du coup, je me posais la question. De toute façon, le TOC, c'est une réponse à un trauma ou quelque chose. Hein. Donc c'est ton cerveau qui crée des connexions et des liens, qui essaye de créer des moyens de te rassurer face à quelque chose d'incontrôlable et qui te fait peur. Donc oui, de toute façon, c'est lié à la peur ou à un trauma, quoi qu'il arrive. D'accord. Très bien. J'ai envie qu'on parle du père, s'il n'y a pas de sujet en particulier Il que vous est voulez trop aborder mignon. tout de suite. C'est marrant, c'est un acteur Trop qu'on chou. voit de plus en plus Ah ouais ? dans les films et séries britanniques. Il a joué dans quoi ? Qu'on voit de Là, il vient de jouer dans le Murder Club, là, du jeudi, c'est ça, je crois, hein, qu'on l'a vu. Oui, c'est le policier, effectivement. Mais non ! Bah si, puisqu'on te le dit. Oui, je l'avais pas reconnu, excusez-moi. Je me demande si je l'ai pas revu dans une autre série aussi récemment. Mais c'est marrant, je me faisais la réflexion que je l'avais déjà vu quelque part. C'est quoi son nom ? Daniel Mays. Alors, ceci étant, il a pris un énorme coup de vieux sur sa dernière photo. Hein. Ouais, la première fois que je l'avais revu dans autre chose après Doctor Who, c'était Fisherman's Friends. Ah, il a joué dans Good Omens aussi. Tu sais ce qu'il a joué dans Good Omens ? Parce que je suis en train de regarder sa filmo et il y a rien qui me Arthur rappelle. Young. Il a joué dans Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne. Dans Nanny McPhee aussi. Il a des petits rôles à chaque fois, hein, parce que je vois 1917, Reviens-moi. Après, c'est pas non plus serveur numéro 2, quoi. Si, mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, j'avoue que c'est un personnage touchant parce qu'on n'est pas en plus avec un père qui a un caractère de... Enfin, tu vois, il est très à l'écoute de son enfant. Il n'est pas en mode je le crois fou, je renie ce qui lui arrive. Enfin, Oui, non, il est très inquiet. Ouais, c'est ça, tu vois que c'est l'inquiétude qui prime. Ouais. C'est touchant parce qu'effectivement, il pourrait tomber dans le truc de mon enfant est fou ou qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui et tout. Et non, c'est vraiment juste de l'inquiétude et de la peur qui est chez eux. Et c'est vrai que c'est touchant. Et puis, ce qu'il fait à la fin, en fait, quand le docteur lui fait comprendre du coup l'origine du problème et la peur de l'abandon de son fils, ou enfin, tu le vois courir. Alors, je crois que la scène est au ralenti en plus et tout, mais c'est vraiment émouvant, je trouve. Et l'absence
de jugement qu'il y a quand il apprend que c'est un Tenza, du coup que c'est pas son fils biologique, où il a un moment de surprise, mais par contre, genre, ok, mais ça reste quand même mon fils et tout. Enfin, ouais, il est mignon de A à Z. Totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Il est trop mignon, il est dans l'écoute, il est pas dans le jugement, justement, et c'est un bon papa, quoi. Je vais passer un extrait. Alex, quel âge a Georges? Quoi? Quel âge il a? Oui, Alex, quel âge a-t-il? Je vous l'ai dit, il vient d'avoir 8 ans. Vous vous souvenez bien du jour où il est né? Bah ouais, Et évidemment. bien sûr, c'est une date inoubliable. Ça, c'est le soir de Noël de l'année 2002, c'est bien ça? Quoi? Ouais. 2 semaines avant que Georges ne vienne au monde. Parlez-moi du jour où il est né, ça a dû être un jour merveilleux. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Vous êtes sûr? Oui. Ça n'en a pas l'air. Où est-ce que vous voulez en venir? Allez-vous-en, j'aime pas ça du tout. Allez-vous-en. Quel est le problème, Alex? Je peux pas vous... Oh non, Oh, ça fait peur. Oui, Alex, ça fait peur, oui, tenez. Là, c'est une photo de Claire avec le nouveau-né dans les bras. Ouais. Un peu moins d'un mois après Noël. Et alors? Et alors, regardez, Claire n'était pas enceinte à Noël. Quoi? Pas enceinte! Évidemment que non, elle peut pas avoir d'enfant! Répétez-moi ça. On avait tout essayé. Elle était désespérée, on n'avait pas les moyens de se payer une fécondation in vitro. J'adore cette scène parce que je trouve qu'il transmet bien la peur qu'il a au moment où il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Quand il se rend compte que sa mémoire, en fait, elle a été un peu altérée et tout. Enfin voilà quoi. C'est quelque chose qu'on entend pas mal parler depuis l'ère Matt Smith, ce qu'il appelle le filtre à perception. Là, on voit vraiment ce moment où il se rend compte qu'il y a vraiment un truc qui cloche en fait, et je trouve qu'il le transmet bien. C'est vrai que pour le coup, là, à écouter l'extrait, je me dis que le doublage est vachement bien fait parce que ouais, tu ressens vachement l'émotion dans la voix. Et par contre, je profite juste d'avoir la parole. Je me rends compte que j'ai dit une boulette dans mon résumé. J'avais pas capté qu'en fait, ils n'avaient pas eu les moyens d'essayer la fécondation in vitro, alors que j'ai dit dans mon résumé, je crois qu'ils l'ont tenté. Donc, désolé. Après, est-ce que c'est pas une question de doublage? Je sais pas. Hein. Peut-être qu'en VO, ils disent... ou dans les sous-titres, ils disent le contraire. Hein. Enfin, je sais pas. Ouais, on va dire ça. Enfin, en tout cas, s'ils savaient plus, ils l'auraient fait. Donc, c'est pas... Oui, mais ça aurait pu échouer. En tout cas, oui. Dans la VF, c'est assez rare pour le souligner, mais le changement de ton est assez impressionnant. T'as raison, on ressent vachement la détresse qu'il a quand il se rend compte qu'il n'a pas forcément de souvenir de la date de naissance du petit. Et derrière, la colère qui surgit quand il explique qu'ils n'ont pas pu en avoir naturellement avec sa femme. J'ai trouvé que c'était juste incroyable, cette VF-là. Je réfléchis à ça, c'est assez... je sais pas si on peut dire surprenant, enfin en tout cas tu vois rarement dans les films ou les séries, et je pense encore plus à l'époque, le point de vue de l'homme pour tout ce qui est problème de... quand tu as du mal à concevoir un enfant. C'est vrai que c'est souvent la mère qui est mise en avant, et j'avoue que c'est intéressant de voir, d'avoir un épisode centré sur le papa avec ce genre de thématique. C'est vrai que ça, c'est un des trucs qui, moi, pas m'a perturbé, mais m'a marqué. C'est le fait qu'effectivement, la mère, on la voit 1 minute au début et 1 minute à la fin. Tout se passe uniquement avec le fils et le père, et effectivement, du coup, du point de vue du père. Et alors qu'effectivement, sur une... j'ai envie de dire, je sais pas, j'ai pas envie de le dire en étant maladroit. Ça se trouve, c'était peut-être sur une période où justement on avait encore peut-être tendance à penser que c'est à la mère de s'occuper de l'enfant, et donc c'est à elle de s'occuper de ses peurs, de s'occuper de ses... pour qu'il aille bien. Donc effectivement, là on est vraiment sur le sujet... Ouais, c'est même encore presque avant-gardiste aujourd'hui, parce que finalement maintenant, beaucoup encore pensent... Enfin, ça va de mieux en mieux, hein, mais il y a encore beaucoup d'images de la charge mentale de la mère qui doit gérer tous les problèmes, et le père qui se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe, quoi. Tu penses que c'est encore vraiment d'actu oui, dans notre génération? Ouais, je trouve. Pour notre génération. Franchement, j'ai quand même beaucoup de discours de copines qui sont mamans d'enfants de, on va dire, moins de 6-7 ans, et qui me racontent des trucs parfois où le père, il est à l'ouest, quoi. Enfin, tu vois, et ça veut pas dire que c'est pas forcément un mauvais père pour autant, hein, mais en fait, la charge mentale, c'est que la mère, quoi. Et en fait, le père s'occupe de son gamin, mais pour des tâches minimes, tu vois, genre donner le bain,
jouer avec l'enfant, enfin tu vois, et en fait tout ce qui est à côté, tout ce qui est par exemple les rendez-vous médicaux, et tu vois, et je pense que même des problèmes comme ça, un peu plus psychologiques et trucs comme ça, je pense que c'est encore vraiment une charge mentale maternelle. Heureusement, ça change de plus en plus, mais c'est vrai que moi, j'ai été moi-même étonnée de voir des discours de certaines copines, et en fait je me rends compte que je me dis waouh, mais en fait déjà, personnellement, je me rends compte que j'ai de la chance, alors que je devrais même pas dire ça, tu vois. Ça devrait être normal, ça devrait être elle, à la limite, qui n'a pas de chance, mais moi qui ai juste une relation normale, quoi. Mais ouais, ça m'a étonnée, en fait, que finalement, l'épisode et le ton, le point de vue du père, c'est très d'actualité. Surtout que la mère, elle part travailler, et c'est normal, en fait, le père, il s'occupe de son fils. Enfin, toi, il n'y a pas ce côté genre, oh là là, ça va être le père qui va s'en occuper, il va pas réussir à se débrouiller, il va pas savoir, tu vois, on s'en fout, en fait. C'est juste le père, il fait son rôle de père, et c'est normal. Souvent, on a pu dire que les épisodes, fallait les recontextualiser parce que on avait 15 ans de retard sur le moment où ils ont été diffusés. Mais là, je trouve que le ton est plutôt juste, en fait. Alors, bon, encore, c'est pas parfait aujourd'hui, hein, mais je trouve qu'il est plutôt juste avec l'évolution de la société aujourd'hui. Et c'est assez rare dans la série pour le souligner, je trouve. Je veux dire que j'étais assez d'accord, parce qu'en fait, je trouve que c'est toujours d'actualité parce que le père agit bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, alors, lui, il a plus de mal, je crois que c'est lui qui a plus de mal à se dire on va se faire aider, de mémoire. Parce que ça, c'est pareil, c'est encore assez... c'est pas encore assez démocratisé, malheureusement, le fait de dire en fait, notre fils a un problème et il faut demander de l'aide à quelqu'un parce que nous, on n'arrive plus à gérer. Et bon, ça, malheureusement... mais c'est pareil, c'est encore assez actuel, en fait. Les gens ont du mal à se rendre compte que, en fait, se faire aider, c'est pas grave et c'est important, quoi. Et, mais après, faut-il savoir à qui faut aller se faire aider. Oui, non, c'est clair. C'est pour tomber sur un docteur, merci, quoi. Sur le docteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément toujours évident de savoir... Non, c'est clair. Savoir faire qui se tourner, ouais. Surtout que je pense que dans ce cas-là, je pense que ça doit être super difficile, justement, même si effectivement ils ont oublié le fait que c'est pas leur vrai fils, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste un petit peu ancré en eux, qui est la difficulté de l'avoir eu. Peut-être que quand tu as quand tu te retrouves face à ce genre de choses, tu dois juste avoir peur qu'au final, la peur que ce soit toi qui soit pas à la hauteur, et la peur que si tu ailles chercher quelqu'un, ça se retourne un peu contre toi, dans le sens qu'on te retire l'enfant, tu vois ce que je veux dire ? Oui, clairement. De toute façon, c'est quand même une étape difficile à passer, de se rendre compte qu'en fait, tu peux plus te débrouiller tout seul. Faut quand même réussir à prendre le recul, de se dire qu'en fait, c'est pas ta faute, mais que là, t'as pas les clés pour l'aider et que c'est pas grave, en fait, quoi. Mais c'est sûr que tu peux vite tomber sur quelqu'un qui va tout retomber sur la tronche, te dire que c'est toi le responsable, et voilà, c'est clair. Chercher pour l'aider, c'est la solution que tu peux avoir et puis que tu peux mettre en œuvre toi, du coup. Justement, ouais, c'est ça, en fait. À votre avis, le fait qu'ils aient oublié la naissance du petit, etc., c'est un filtre de perception ou c'est un déni de leur part sur tout ce qu'ils ont traversé ? Ah non, je pense que c'est l'enfant qui crée ça. Mais pareil, pour moi, c'est une sorte de filtre de perception. Il me semble qu'il le dit, le docteur. Ok. J'ai eu un doute en réécoutant l'extrait que tu mettais. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être un trauma qu'ils ont intériorisé, enfin que les parents ont intériorisé. Et du coup, je trouvais que les deux possibilités étaient plausibles. Peut-être que l'un entraîne l'autre. Ouais. Tu vois, que justement, le fait qu'ils se soient retrouvés avec un enfant d'un coup, ça leur a permis de les fragiliser pour pouvoir avoir ce filtre de perception et donc d'oublier. Ou au contraire, peut-être que d'avoir le filtre de perception, d'oublier ça, etc. Enfin, ça fait un truc dans... Je sais pas. Doraline, du coup, t'allais dire. Je voudrais juste revenir vite fait sur le fait que l'épisode traite du point de vue du père, parce que je me suis fait la réflexion pendant l'épisode. Je me suis dit, c'est marrant, au moment où je me suis dit, c'est marrant de traiter de ce point de vue-là, ça a popé dans ma tête sur le fait que, si je ne me trompe pas, Mark Gatiss est gay. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il l'essaye pas ? Enfin, alors, peut-être que c'est conscient, inconscient, peu importe, c'est sa façon de traiter le sujet, mais peut-être que, voilà, est-ce que c'est pas parce que... est-ce que c'est pas un peu de lui qu'il a mis dans l'épisode sur le fait que ça peut être difficile en tant que couple homosexuel d'avoir un enfant, de traiter de l'adoption, de la famille, et du coup, du point de vue masculin, en fait, pour l'épisode. Je savais même pas qu'il était gay. Je me suis dit, s'il y a cette sensibilité, parce qu'on est quand même... le père est quand même
c'est pas du tout l'archétype du mâle macho et tout ça. Enfin, on est quand même dans un père qui assume sa fragilité, sa sensibilité, son amour paternel. Enfin, je trouve que c'est vraiment une façon de montrer un papa comme on n'en voit pas beaucoup et comme on ne devait pas en voir beaucoup à l'époque. Donc, Je pense qu'il y en a de plus en plus, heureusement, mais la représentation n'est pas encore aussi présente non plus, tu vois. Bah, en gros, à l'heure actuelle, moi, j'ai l'impression que les moments où tu vois un père s'occuper de son ou de ses enfants, généralement, c'est dans une comédie où le père, il galère. Ouais. En vrai. Oui. Ouais, tu penses à 10 jours sans maman ou des Ouais, trucs comme voilà, ça. je pense à ce genre de, entre guillemets, à ce genre de comédie où en fait, voilà, c'est encore, je trouve que c'est encore vachement. Alors, c'est peut-être des films qui sont là, entre guillemets, pour dénoncer, mais je trouve que c'est encore vachement, pour l'instant, parodié ce statut-là, en fait. Parce que justement, on dit que, bah, au final, oui, un père ne peut pas s'en sortir tout seul, machin, etc. Et c'est vrai que c'est bien. Parce que sinon, en gros, ou sinon, dans les représentations, bah, les rares fois où tu vas voir un père qui s'occupe de ses enfants, bah, c'est que sinon, il est tout seul. Soit il est divorcé, soit il a perdu sa femme, soit... Effectivement, tu vois rarement, finalement, quand c'est un couple qui est encore ensemble, c'est vrai qu'au final, tu vois rarement cette représentation-là, en fait. D'ailleurs, est-ce que je peux passer un coup de gueule sur un album de Petit Loup ? Petit Loup rentre à l'école. Dans Petit Loup rentre à l'école, donc il raconte sa journée, et à la fin c'est écrit « Et voici l'heure des mamans. Point. » Voilà, je ne suis pas contente. Je suis obligée de changer le texte à chaque fois que je le lis à ma fille pour dire « Voici l'heure des mamans et des papas. » Pour qu'elle comprenne qu'en fait, non, il n'y a pas que les mamans qui vont chercher les enfants à l'école. C'est ridicule. Bah, écrit sur le bouquin, hein. Change pas le texte, hein, modifie. Ben voilà, c'était exactement pour ça que j'y ai pensé en fait, parce que il est ridicule ce bouquin, j'étais un peu énervée du coup. Heureusement que je l'ai pas acheté cher. et heureusement que je l'ai pas acheté neuf surtout. Voilà. Est-ce qu'on parlerait pas du soulard propriétaire alcoolique, probablement quelle horreur. Vieux garçon. Allons-y. Ah bah lui, oh putain. Il est insupportable. Avec son chien. Oui. Pauvre chien. C'est la seule chose positive, c'est ce gars-là. J'ai écrit, moi, Bernard, c'est le chien le plus réactif et fidèle du monde. Cœur sur lui. Il fait pas grand-chose. Hein. C'est ça, c'est pour ça que j'ai mis ça. Il le laisse se faire aspirer par le sol, sans aucune réaction. Et le pire, c'est qu'il le regarde. Même lui, il est blasé par le gars. C'est même pas il se barre, c'est qu'il le regarde. À un moment donné, tu sais, on le voit dans le fauteuil, en gros plan, et je sais plus ce qu'il fait, mais tu vois pas ce qu'il bouffe. Et je dis, putain, c'est bizarre, ce mec, il lui manquerait juste un plat préparé, tu sais, à réchauffer, micro-ondable. Et là, t'as la caméra qui dézoome, et tu vois sur la table basse le repas, et je me suis dit, bingo, il y a tout. Donc on parlait du coup de l'horrible personnage qui disait qu'en plus, enfin qui a la certitude qu'on l'aime. C'est une catastrophe cet homme. Tu crois qu'il a la certitude qu'on l'aime ? Mais oui, puisqu'à un moment, quand Rory justement il fait du porte-à-porte, il dit mais bien sûr que tout le monde m'apprécie, je suis leur propriétaire. Bah ouais, mais... c'est ironique. Moi j'ai pris ça pour du sarcasme. Hein. Ouais, je pense qu'il y croit pas une seconde. Ah, je sais pas. Je pense qu'il dit ça pour se faire bien voir, tu vois, mais il peut pas y croire, c'est pas possible. Il le dit lui-même, il est pas con. Hein. Je le vois tellement aller chercher les loyers, comme le propriétaire dans les Spider-Man de Raimi. Tu sais, loyer. Bref. C'est vrai. Puis on voit bien quand il va voir le père de George pour récupérer le loyer parce qu'il n'a pas été payé, on peut pas dire qu'il a l'air de l'apprécier beaucoup. Hein. Parce que quand il rentre, il demande même pas la permission de rentrer, il rentre comme ça avec le chien. On voit George qui est sur son lit et qui n'a pas l'air hyper rassuré. Ça, en fait, je sais pas si dans la série, enfin si dans l'épisode, on doit pas voir plutôt là, du coup, une transmission de peur. En gros, il a peur parce que son père a peur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Oui. Le docteur, il le dit pas, c'est à un moment donné ? Le propriétaire, il s'est fait... il se transforme en poupée parce que justement, il vous faisait peur et que... comment il dit ça ? Il dit ça au père ? Oui, qu'il vous faisait peur parce qu'il a créé de l'insécurité chez George à vous menacer, je crois.
en vous menaçant ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'en fait il a entendu le petit. C'est plus ça. On voit bien, vu que la porte est entrouverte, il voit et il entend, et il est bien au courant de... Bah, et puis, enfin, mine de rien, même s'il n'entend pas la réaction de son père, enfin, il y a un langage corporel qui parle, enfin, ça te voit bien que son père, il est pas bien, quoi. Donc. Mais il est terrible, ce personnage, parce que tu sens que c'est l'archétype un peu dans la vraie vie du vieux mec qui il a un tout petit mini pouvoir et il en abuse, il en profite, il a l'impression d'être le roi du monde. Mais par contre, je me suis posé une question sur lui. Je me suis dit, est-ce qu'il est propriétaire de tous les apparts de l'immeuble ? Et si oui, qu'est-ce qu'il fout dans un appart d'immeuble ? Enfin, s'il est propriétaire de tant d'apparts, genre va vivre aux Bahamas, quoi. C'est assez bizarre qu'ils aient dit que c'était son propriétaire. Parce que moi, j'aurais dit qu'il avait peut-être plus une tête de gardien. Concierge. Ouais, voilà, il aurait pu, justement, du coup, celui qui récupère les loyers, etc., mais pas être le propriétaire, parce que de toute façon, ça a l'air d'être... alors, je sais pas comment que ça fonctionne en Angleterre, du coup, mais ça a plus l'air d'être... Enfin, voilà, quoi, c'est des barres d'immeubles, qui, pour moi, seraient plus des logements un peu à un bailleur social, en fait. En VO, il dit vraiment propriétaire ? Je sais pas. Je sais plus. J'avoue, je me rappelle plus, ouais. Attends, je vais vérifier. Après, même si c'est bailleurs sociaux, tu sais, il y a des fois, les appartements se vendent. Donc peut-être qu'il a racheté, que tout l'immeuble ne lui appartient pas, mais qu'il a quelques immeubles par-ci, par-là. Peut-être aussi, je ne sais plus ce qu'il dit réellement, donc... Et en même temps, t'espères que ce soit pas le concierge de l'immeuble, parce que quand tu vois l'état de propreté chez lui, j'ose pas imaginer les parties communes. Bah, il a peut-être embauché quelqu'un pour nettoyer les parties communes, comme ça il a pas à le faire. Effectivement, ils disent bien propriétaire. Landlord, alors ça peut vouloir dire propriétaire et logeur. Je confirme, ouais. Ou patron. Propriétaire terrien. Enfin, il a vraiment pas une gueule de propriétaire. Hein. Après, tu vois, on sait pas, ça se trouve, c'est un truc qu'il a récupéré d'un héritage, enfin, tu vois... Et en fait, le gars, du coup, c'est de l'argent facile, donc il a gardé ça. Enfin, je sais pas, hein, tu vois. Ça veut pas forcément dire que c'est lui qui a acheté tout l'immeuble, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il a récupéré parce qu'il est gosse de riche, quoi. C'est pas l'image qu'il montre du tout. Ça, ouais, c'est ça. Ça se voit pas sur lui, quoi. Nous, on est tous unanimes pour dire que c'est un gros con. Puis on n'a pas trop de peine aussi pour lui au moment où il se fait changer en poupée. Voilà. Le seul moment où il fait de la peine, c'est quand il redevient humain. Ça aussi, ça, c'est une bonne phrase. C'est encore pire. Donc, le docteur, les poupées. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le... on peut parler déjà des poupées, on finira sur le docteur. Elles sont laides. C'est tellement choquant qu'il n'y ait pas de visage. Je comprends même pas qu'on puisse offrir ça un jour à un enfant. Alors, moi, je sais pas si c'est la transformation de Amy, mais je trouve qu'elle ressemble vachement à Amy. Mais tout, en fait, hein, dès le départ. Donc, je sais pas si c'est juste entre guillemets, le trauma de Amy qui se transforme, mais je trouve que les poupées ressemblent à Amy. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse, Amy qui ressemble à une poupée flippante? Je sais pas. C'est horrible. Alors après, elle a un visage, comme elle est rousse, elle a un visage très clair, très... Peut-être, très poupée de porcelaine, ouais. Donc, assez rond aussi, je trouve. Avec sa petite... Alors c'est marrant parce que c'est pareil. Ça, par contre, c'est marrant, ça me paraît pas inconnu. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce moment-là où il y avait des petits... Enfin, je sais pas, ça me parle un peu des petits rires comme ça. Enfin, des petits rires qu'elles ont. Ou alors, c'est peut-être que ça me fait penser à The Empty Child. Je sais plus le nom en français de l'épisode. Tu es ma maman. Le docteur danse et... Je suis pas ta mère. C'est pas World War 3 ? Non, ça c'est avec les... Putain, voilà, je m'y perds à cause du Woodle maintenant. Le fameux drôle de mort. Ça me fait pas penser, oui, au peut-être, je sais pas, peut-être le petit côté du gamin, mais je sais pas, est-ce que ça vous parle ? Ça vous dit quelque chose, ça, vous aussi, ou pas ? Ou y a que moi ? Ouais, non, ça me dit rien, moi. Je sais pas, mais je suis terrifié, là, de ce que je viens de voir. Qu'est-ce qui est Je pense que je subis vraiment un filtre de changement de perception de la réalité, parce que dans mon imaginaire, là, quand je repensais aux poupées, je les voyais sans visage, et pas du tout, elles ont bien un visage. Ouais, non, qu'est-ce que j'ai fait ?
Après, je trouve que les yeux ou même les trucs du visage, ils sont pas marqués. On voit vraiment plus la forme, la couleur du visage et les cheveux. Au final, je sais pas. Ouais, si, on voit un peu quand même les yeux. Elles ont un petit regard assez sadique. Comme Amy. Le pauvre. Ça faisait longtemps, je crois que t'avais pas clashé Amy. Ouais. Ça m'avait tellement manqué, ça va mieux. Ah, Pouvoir redormir correctement. 5 mois sans émission. Hein. Oh là là. Mais du coup, non, les rires dans Doctor Who, ça me dit rien, des rires d'enfants comme ça. T'en as plein dans plein de films, mais... Les poupelles m'ont fait penser à Dumpty Humpty. Connais pas. Je connais pas non plus. On les voit dans Le Chapeauté, je crois. Ah ça? Oh. Horrible. On dirait une tête Il me à semble qu'il y a claque. une comptine. Ouais, c'est une tête à claque. Il y a une comptine pour gamins, tu sais, Humpty Dumpty. Non, ça vous parle pas? Je connais pas du tout. Si, ça me un post parle. générique. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de post générique. Mais c'est pas dans Alice au Pays des Merveilles aussi, ce truc-là? Alors, apparemment, c'est Humpty Dumpty, Ça, c'est assis sur un Ça, c'est mur. Tweedledee et Tweedledown. Ah bon, bah rien à voir. Mais oui, maintenant la comptine, ça me parle. Maintenant que tu parles de comptine, j'ai dû voir ça en cours d'anglais. Non, mais attends, il doit y avoir une version française parce que l'air, je l'ai dans la tête. Quand j'ai vu Le Chapeauté, du coup, ça m'avait percuté et je suis à peu près sûr de l'avoir écouté en français, ce truc. Hop. Humpty Dumpty assis sur un mur. Humpty Dumpty se casse la figure. C'est plus ce que c'était en Eh ben termes voilà, des expériences. Hein. Si elle est pas motivée à chanter, faut pas qu'elle chante, cette femme. Hein. Je croirais Pierre qui raconte son anecdote. Et du coup, cet œuf-là, ce truc, c'est l'anti-héros dans dans le long métrage animé du Chapeauté. D'accord. Tout sauf parler de l'épisode ce soir quand même. Hein. Bah si, on parlait des Oui. poupées. Alors, est-ce que vous avez des choses d'autres à dire sur ces poupées? Elles sont absolument hideuses. Mais en fait, ce que je disais, c'est que je trouve ça ouf parce que ça se voit que c'est des vieilles poupées, donc qu'elles sont abîmées et tout, mais j'arrive pas à les imaginer un jour suffisamment jolies pour être acceptables. Ça fait des poupées fait main. Mais il faut qu'ils arrêtent ce métier, hein, les personnes qui ont fait ça. Non, mais les poupées fait main, justement, je sais pas, un enfant qui a fait sa propre poupée. Ah, mais quel enfer. Tu vois, avec les cheveux en laine, avec... Ah, du coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même, hein, s'il fait des cauchemars après. Oh Oh, le pauvre Georges. Non, mais je crois qu'on apprend que c'est sa mère, des poupées qui étaient à sa mère, je crois. Où est-ce que j'ai lu ça? Je sais plus. C'est dans les anecdotes ou c'est parce que... Je l'ai lu quelque part. Je crois que c'est des jouets qui appartenaient à sa mère avant. Les poupées grandeur nature de Terreur Nocturne sont inspirées des poupées de bois articulées fabriquées par Val Gardena. Et effectivement, elles sont pas très jojo. Ah, Dora, le mot savant que t'as sorti en début d'émission, c'est la phobie des poupées ou rien à voir? Si, c'est ça. Alors, c'est des Ah, poupées ok. et tout ce qui peut être fausse représentation des êtres humains. Que les robots un peu trop, qui ressemblent un peu trop à des humains. La chair vivante aussi. Ok, bon bah on continue, on passe au docteur. Enfin, on peut même passer au trio, j'ai envie de dire, parce que... Enfin voilà, le docteur... Parce qu'au final, quoique Amy et Rory sont vachement secondaires, voire même tertiaires sur cet épisode-là, pour le coup. On est vraiment plus sur le docteur et Georges. Non, je disais juste que j'aimais bien, moi, ce petit trio. Je trouve que plus on va dans les épisodes, plus je l'apprécie. Par rapport à la saison dernière, je trouve que Amy est... Je préfère Amy dans cette saison que dans la saison dernière, donc j'aime bien voir sa relation avec Rory maintenant qu'elle est plus apaisée. Donc non, c'est un trio que j'aime beaucoup. Comparé à la saison dernière où c'était Nawak, là c'est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, on peut dire aussi. Donc c'est vachement agréable à suivre. Moi, j'allais dire que ça fait du bien un épisode où on voit un peu moins Amy et Rory, parce que je trouve qu'ils ont été quand même au centre de pas mal d'intrigues. Déjà sur leur relation entre les deux, après leur relation
avec River, et je trouve que ça fait du bien aussi un peu de passer à autre chose, en fait, finalement. De les voir un petit peu moins et de se reconcentrer un peu aussi sur le docteur qui était, enfin, de mémoire, ça fait quand même pas mal d'épisodes où on se dit, en fait, on n'a pas grand-chose à dire sur le docteur parce que il est pas central, quoi. Donc ça fait du bien quand même, je trouve. Oh, bah dans la retraite du démon, quand même. C'était avant les vacances, Cédric, je ne m'en souviens plus. Ah. non, mais après, je suis d'accord. Moi, c'est surtout que effectivement, en gros, le fil rouge, il fait vachement tourner tout autour des trois, finalement. On se rend compte que... oui, voilà, c'est ça. parce que... Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, finalement, dans la saison 5, c'était quand même vraiment très centré sur la relation entre Amy et Rory. Du coup, on avait quand même pas mal d'épisodes qui tournaient un peu autour de ça. Là, on avait quand même une première partie, pareil, qui tournait toujours le thème entre les deux et puis River qui s'y met. Et du coup, ouais, je trouve que c'est bien aussi un peu de les oublier un petit peu et de parler d'autre chose, quoi. Que le docteur, il est aussi vraiment des épisodes vraiment où que sur lui et pas que lui avec les autres. C'est ça que je veux dire. Et puis, comme ça, au moins, Rory, pour une fois, il meurt pas. Il a cru, mais non. Et puis, au final, on se rend compte parce que c'est pareil, finalement. S'il y a une chose qui est différente dans cet épisode par rapport à tous les autres épisodes de la saison, c'est que là, Amy et Rory, ils sont pris au piège, ils sont dans un danger. Mais là, le docteur, il le sait pas. En fait, jusqu'au moment où le docteur se retrouve dans la maison de poupée, il s'inquiète pas pour Amy et Rory. Donc, au final, ça ne tourne pas que autour de ça. Alors que la marque noire, Rory, il a la marque, donc forcément, ils se battent pour essayer de sauver Rory. L'épisode suivant, c'est l'âme du Tardis. Il sait que Amy et Rory, ils sont prisonniers du Tardis qui a été pris en otage, entre guillemets, par le foyer. Donc, en fait, sur toute cette saison, et même de manière plus générale, depuis l'arrivée d'Amy dans la série, avec le docteur, ça tourne souvent autour de Amy, en fait. Enfin, le docteur, on a l'impression que le docteur se bat surtout pour Amy. Et je trouve que c'est quand même... je trouve que là, c'est à noter que non, le docteur, il est là vraiment pour s'occuper de George, et il ne s'inquiète que pour George, parce qu'il ne sait pas ce que sont devenus Amy et Rory. Il ne s'en inquiète même pas, puisqu'au final, il les recroise juste une fois qu'il est dans la maison de poupée, en fait. J'essaie de réfléchir par rapport aux saisons précédentes, parce que tu dis que depuis qu'Amy est là, le docteur se préoccupe vachement d'elle, mais est-ce que c'est vraiment différent des autres saisons? Enfin, j'essaie de me souvenir de Donna, de Martha, de Rose. Pas forcément vrai ce que je dis, parce que quand on repense à la saison 5, la saison 5, la première, donc il y a le prisonnier zéro, ça ne tourne pas forcément que autour d'elle. Ensuite, il y a la baleine stellaire, là, il ne s'occupe pas d'elle. Ensuite, il y a eu le Churchill, c'est pareil, il s'occupe pas plus d'elle que ça. C'est après, en fait, à partir du labyrinthe des anges. C'est peut-être pas tant qu'il s'occupe d'elle, en fait, c'est plus qu'elle occupe beaucoup d'espace dans la série. Oui, c'est un peu ce que je veux dire aussi. Et je trouve qu'effectivement, là, moi, c'est quelque chose que je vous avais dit durant la saison 5. Moi, je trouve qu'il y a une Amy toute seule et une Amy avec Rory. Et je trouve que, moi, je ne supporte pas Amy quand elle est toute seule. Par contre, je trouve que le duo Amy-Rory avec le docteur, ça matche bien. Moi, c'est un trio que j'aime bien. Mais là, je trouve qu'effectivement, sur cet épisode en particulier, je trouve qu'on ressent bien, et ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas ressenti, que le docteur ne s'inquiète pas pour eux finalement. Et ça fait du bien justement que le docteur se concentre sur quelqu'un d'autre, parce qu'on a un peu trop l'impression que sinon, il n'y a que Amy qui est son univers, et je trouve ça un peu dommage. Même si les compagnes précédentes avaient toujours une importance. Mais je veux dire, on voyait quand même que le docteur faisait presque passer de l'univers avant. Et avec Matt Smith depuis Amy, on a vraiment l'impression qu'il fait passer Amy avant. Ou alors c'est que Amy est toujours se fout toujours dans la merde, quoi. Du coup, de toujours la sauver. Non, en vrai, je dis ça pour déconner, mais oui, je suis assez d'accord. Après, j'ai pas assez en mémoire tous les épisodes pour savoir, pour vraiment voir les nuances et tout. Pour vérifier ça, mais c'est vrai que je trouve que Amy prend une place vraiment très importante en tant que compagne comparée à d'autres, peut-être. Un peu comme, en fait, je trouve que ça n'avait pas en tout cas ce sentiment-là avec Martha ou Donna, par exemple. Après, elles sont restées moins longtemps. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je pense que c'est parce qu'elles sont pas restées très longtemps.
Du coup, on n'a pas eu ce sentiment-là forcément, mais c'est vrai que là, t'as vraiment l'impression que c'est son univers, quoi. Enfin, Amy, faut qu'il la protège tout le temps, quoi. Je suis désolé, mais Rose est pas restée longtemps non plus, et pourtant, j'ai l'impression qu'elle prenait beaucoup de place aussi, en termes de compagne. Pour le moment, elle est restée la même durée, elle est restée 2 saisons. Hein. 2 saisons, elle est restée, Rose ? Oui, on Une, ressenti 4, mais... Ouais, parce qu'elle a repopé Non, de temps en temps aussi. Oui, c'est vrai. Pour moi, elle est restée oui, c'est vrai que dans ma tête, elle était restée 1 saison, mais non, vous avez raison, c'est 2. Mais j'ai trouvé qu'elle avait pris de la place, quoi. Moi, j'ai toujours tendance à compter les 2 premières saisons comme une seule saison, en fait, c'est marrant. Du coup, oui, pour l'instant, on en est au même temps de présence entre Amy et Rose, parce que là, du coup, Amy, c'est sa 2e saison aussi. Et Martha n'a fait qu'1 saison ? Ouais. Ok. Après, je pense que c'est lié aussi surtout au fait qu'il l'ait connue enfant. Je pense parce que c'est la seule, au final, qu'il a connue. Enfin voilà, quand il l'a connue, elle avait 5-6 ans. Je pense que c'est ça qui fait que vraiment, il a développé un instinct vraiment protecteur pour elle, je pense. Mais du coup, au final, c'est vrai que on a l'impression que tout tourne autour d'elle à chaque fois et ça peut être un peu chiant. Bon, après, surtout sur cette saison où justement, il y a eu toute l'histoire de River, sa grossesse, etc., quoi. Mais voilà. Peut-être un peu de la culpabilité aussi du fait qu'il la protège à tout prix parce que elle l'a attendu pendant tout ce temps alors qu'il était censé revenir 5 minutes après. Et du coup, te se dire, en fait, je dois pas refaire cette erreur-là et je dois pas la décevoir à nouveau. Et je pense que c'est pour ça aussi peut-être que il fait tout pour la protéger et lui montrer que cette fois-ci, il est là, quoi. Alors du coup, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le docteur ? Non. Pas d'autres réactions sur le sujet ? Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous voulez aborder ? Votre élément marquant, Eden ? Moi, c'est une scène qui a été un peu évoquée tout à l'heure. C'est la scène avec le propriétaire parce qu'elle m'a quand même marqué, mine de rien. Et la scène aussi où on découvre en fait le principe de l'armoire, où c'est les peurs de l'enfant qui vont dans l'armoire, qui sont réelles dans cette armoire et pas juste le concept, que ça a été dans la vraie vie. Voilà. C'est quoi la scène du propriétaire du coup, parce qu'il y en a plusieurs, donc je sais pas laquelle tu parles. La scène avec le chien là qui le regarde s'enfoncer. D'accord, quand il... C'est une scène un peu jouissive quand même, faut avouer. Bah ouais, attends. Mireille. Du coup, moi je dirais que on l'a un petit peu évoqué aussi tout à l'heure et Adèle sera pas contente parce qu'elle va dire que je la copie. Mais je dirais que c'est la scène où le père de George apprend du coup que c'est pas son fils biologique. J'ai trouvé toute cette scène-là assez belle et celle dans la maison de poupée du coup où il court à la rescousse de son fils. Bob ? Je suis désolé, je vais faire beaucoup moins de sentimentalerie que toi, Mireille, mais moi, c'est la scène du Hollywood Tower Hotel. J'en ai eu des frissons au moment où j'ai vu la scène. C'est vrai qu'elle est quand même bien réalisée, cette scène. J'aime bien quand les cheveux qui s'envolent au vent d'Amy parce qu'ils sont en train de chuter. Adèle. Eh ben, tu m'as pas copié, Mireille, parce que... Bon, si, en vrai, c'est des passages que je trouve très beaux et très touchants, mais en vrai, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, le moment juste où Rory, il dit « on est mort encore une fois », vraiment, moi, il me tue, en fait. Enfin, c'est... Oui, c'était ça. J'ai confondu. J'avoue que moi, cette scène-là, c'est une pépite à chaque fois. Hein. Honnêtement, avant même de revoir cet épisode, je savais que ce serait cette scène-là, mon intro. J'aime tellement cette scène. Doraline ? Eh bien que j'ai été très contente de reprendre les enregistrements, j'ai très très mal travaillé parce que je n'ai absolument pas noté de scène marquante. Et là, en reparlant, il n'y a pas de une c'est scène ce que qui te j'allais revient, dire, et même en nous écoutant, pardon. Hormis ici, oui, je dirais la scène du... Quand le père apprend que son fils est pas humain. Pierre ? Du coup, vu que Doraline m'a piqué ma scène marquante... Arnaqueur. C'est pas forcément marquant, mais je me suis fait la réflexion. Enfin, je me suis fait la réflexion plus dans l'épisode... Comme ça, je vais à nouveau reparler de l'épisode que vous avez enregistré il y a 15 jours. Où j'ai l'impression que c'est un peu une répétition entre Amy et Rory, mais ils aiment bien courir dans les couloirs.
Bah, c'est sûr que entre ça, entre l'âme du Tardis, où ils sont bloqués dans le Tardis, entre... C'est vrai que oui, il court beaucoup dans les couloirs. Donc voilà, parce que oui, sinon ça aurait été aussi... Peut-être là, le moment où le père descend les escaliers et vient faire un énorme câlin à son fils, c'est ça que j'ai voulu dire quand je disais que mon troisième mot c'était émouvant, parce que bah, clairement c'est pas une fin d'épisode... Enfin, la première fois où tu regardes l'épisode, c'est pas une fin d'épisode que tu anticipes. Parce que même au moment où on te dit ton fils en fait c'est un extraterrestre, à ce moment-là 99,9% des terriens auraient fait oh là 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 là. C'est vrai. Et au final il a la réaction complètement inverse et c'est peut-être ça qui est encore plus touchant. C'est vrai. Bah, une fois n'est pas coutume, tiens, je vais passer cet extrait. Mon arrivée a été un déclencheur et a amplifié son sentiment de rejet. Il s'est dit qu'il n'était plus désiré, que j'étais venu le chercher. C'est vrai qu'on avait parlé de le placer dans un centre spécialisé. Il a dû vous entendre. La seule fonction d'un TMZ est de s'intégrer, de se sentir désiré. Il a dû se sentir rejeté. On n'arrivait pas à se débrouiller tout seul, il nous fallait de l'aide. Mais ça, Georges l'ignorait. Il s'est cru rejeté, il le croit encore. Mais on ne peut pas le garder. C'est impossible, c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas... un humain. Non. Peu importe d'où tu viens, quoi que tu fasses, tu restes mon fils. Et jamais, jamais, je ne me séparerai de toi. Oh, Georges. Oh, mon petit garçon. C'est vrai que c'est une belle scène. La musique est très belle. Oui, la musique est très sympa. Ouais. Mais toute la scène, j'aime bien parce que même le docteur, le fait qu'il dise juste, quand il dit il est pas humain, le docteur il dit juste non. Enfin, il se donne pas la peine en fait d'avoir besoin d'argumenter. Enfin voilà, non, c'est un fait. Maintenant, c'est toi qui vois en fait, en gros. J'aime bien. Oui, j'aime bien parce qu'il le juge pas, parce qu'il aurait pu dire un truc du genre et alors Ce qui aurait fonctionné aussi, parce que le gars se serait du tout peut-être remis en question, mais tout de suite, quand tu dis ça, t'as un peu plus de jugement que quand tu dis juste, bah non, il est pas humain. Et puis voilà, enfin... Mais là, c'est vraiment le père qui prend ses décisions, vraiment lui tout seul, quoi. Du coup, moi, une de mes scènes marquantes, parce que voilà, il y en a plusieurs, mais du coup, je vais en dire une que vous n'avez pas dit, c'est la scène, justement, des bougies, des lampes dans la maison de poupée, où justement il y a le docteur et le père il se rend compte que les bougies elles s'allument au rythme des tocs qu'a Georges. Et moi c'est une scène qui m'a marqué parce que je trouve qu'au final avec le recul, Amy et Rory sont vachement tertiaires et je trouve qu'au final le duo docteur-Alex il marche vachement bien en fait. J'aime beaucoup ce duo là. On ne vous a pas piqué de toutes les anecdotes? Non, juste une des miennes. Non, on aurait pu en dire beaucoup pendant l'enregistrement, mais on a gardé un petit peu le suspense. Très bien. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de vos anecdotes inutiles et donc indispensables. C'est quand même important. On vous écoute. Alors du coup, je vais commencer par toute l'anecdote sur les poupées. Et en fait, l'équipe de tournage a constaté que les poupées Peg, donc leur petit nom, étaient déjà suffisamment effrayantes sans bouger et beaucoup moins lorsqu'elles se déplaçaient. Après avoir initialement suggéré d'accompagner les monstres d'un rire menaçant, Steven Moffat a proposé de les faire réciter une comptine sinistre avec des voix d'enfants. Mark Gatiss a accepté de composer des paroles appropriées faisant allusion à la mort apparente du docteur. Moffat a été si satisfait du résultat qu'il a décidé de supprimer les dialogues initialement prononcés par les poupées avec les voix de Madame Rossiter et Purcell, et seules les contributions de Fern Duncan et Frances Hensel seraient entendues. Et par ailleurs, les acteurs et actrices jouant les poupées avaient une chorégraphie et il et elle devaient bouger avec des jambes raides tout en balançant les bras, ce qui doit donner quelque chose de très drôle sans les costumes. C'est pas ce que font déjà les Cybermen. Les Cybermen, ils sont raides de toutes parts, je pense.
Du coup, on va enchaîner. Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais donc, enfant, Mark Gatiss était donc perturbé par les jouets et les costumes qui ne représentaient qu'approximativement les formes humaines, donc ce qu'on qualifie de pédiophobie. Il avait une aversion particulière pour les poupées en porcelaine de l'époque victorienne, et on comprend, et ce qui lui a du coup inspiré les poupées. Et le propriétaire, quant à lui, est inspiré d'un de ses profs de sport qu'il avait terrorisé dans sa jeunesse. Et j'en sais quelque chose, des profs de sport, ça peut effectivement faire très peur. Ça dénonce. Mon coloc est prof de PS, il sera ravi de savoir la peur et ce qui peut résulter d'une peur de prof de PS. Mais c'est justement de lui dont on parle d'ailleurs. Tu lui diras. Pas mauvais prof de PS qui n'encourage pas du tout ses élèves plutôt. Je transmettrai le message. Et qui sont en jogging mais qui courent pas. Ouais, c'est ça. Qui n'ont de sportifs que les baskets. Et encore. Et encore. Donc il me reste quand même une anecdote. Le docteur à un moment récite 3 noms de contes pour enfants qui sont un mélange de vrais contes et de références à ses aventures. Donc il y a Snow White and the Seven Keys to Doomsday, Blanche-Neige et les 7 clés de l'Apocalypse. Donc c'est un mélange de Blanche-Neige et d'une pièce de théâtre dérivée de la série, nommée les 7 clés de l'Apocalypse. Est-ce qu'il y a des Daleks dedans? Attends. Il y a aussi The Three Little Santarans, donc les 3 petits Santariens, qui mêlent les 3 petits cochons et les Santariens. Bon, celui-là était à peu près visible. Et The Emperor Daleks New Clothes. Formidable. Qui change l'empereur du conte des habits neufs de l'empereur par l'empereur Dalek. Je connais pas le conte original, mais je suis mort de rire. Et permettez-moi d'ajouter que The Emperor Daleks New Clothes ressemble davantage à The Emperor's New Groove, qui est le titre anglais de Cusco. Voilà, je tenais à le dire. Ouais. Tout ça pour ça. Et je repars sur le propriétaire détestable, ça fera plaisir à quelques-uns d'entre vous. Au montage, une scène a été supprimée et le docteur révélait avoir pris une photo du propriétaire portant une robe de poupée. Et du coup révélait vouloir l'utiliser pour le faire chanter, afin qu'il baisse le loyer des locataires. Ça aurait été génial. Ça aurait été drôle, mais pas très personnalité du docteur, je trouve. Ouais. Non, c'est vrai. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont supprimé, mais... En vrai, ça aurait pu être Amy. Ah, c'est clair. Ah ouais, ça par contre de ouf. Il aurait pu simplement la donner, tu vois, au papa, en disant genre, bah, vous en faites ce que vous voulez, c'est plus mon problème, quoi. Amy ou Donna, enfin, qui n'est plus là, mais Donna l'aurait fait de ouf. Ah bah oui, carrément. Et enfin, dans la dernière catégorie, mais comment qu'ils ont fait? Mais comment qu'ils ont fait? Ah, merci. Notre scène préférée, durant laquelle Purcell se fait ensevelir sous la moquette, a été réalisée grâce à une plateforme hydraulique qui faisait descendre l'acteur Andrew Tiernan dans de l'eau colorée en vert. J'avoue que la scène, je l'ai pas trouvée fofolle d'un point de vue graphique. Ah, je la trouve même horrible, moi. Sauf Bernard. Elle est peut-être pas folle visuellement, mais elle fait plaisir quand même. Pour Bernard, c'était du petit lait. Je trouve que c'est incroyable de nommer son chien Bernard. Tout ce qui est vrai prénom pour les animaux, moi j'adore. Mais de ouf. Très bien, merci à vous pour ces anecdotes. Merci. De rien. Une autre. Bah, je peux relire celle que t'as piquée tout à l'heure. T'es mauvais. Avec autant d'entrain ou... Je peux essayer de faire moins d'entrain encore si tu veux. Oh bah non alors. Votre état d'esprit pour la suite, je vous écoute. Eden, vous avez vu le trailer tous? Nope. Eh bien, je sais que je l'ai vu, mais une fois n'est pas coutume, je me rends compte que ça m'arrive de plus en plus souvent. Je l'ai totalement oublié. Donc ce n'est pas une fois n'est pas coutume, c'est que ça va devenir une coutume, du coup. Une fois devient coutume. Une fois devient coutume. Ah, on pourra leur sortir peut-être celle-là. Non, en vrai, j'aime bien moi voir un peu les trailers, mais j'avoue que j'oublie, c'est un truc de fou. Mireille? Ben, en fait, je m'en souviens pas non plus, je crois.
Mais en fait, à chaque fois, je dis je m'en souviens pas et il suffit d'un mot pour que tout me revienne en tête. Attends, je fais un petit effort quand même. Souviens-toi. Ouais, non, je crois que ça me revient pas. Mais de toute façon, à la seconde où tu vas dire là, au prochain épisode, on retrouvera le docteur Amy et Rory, et bah ça me reviendra en tête et je dirai ah oui. Mais globalement. Attends, tout ça pour ça. Dans tous les épisodes, dans tous les trailers, on voit le docteur Amy et Rory, généralement. La phrase qui dure 6 ans, quoi. Bref. Mais de toute façon, l'état d'esprit est toujours le même par rapport à la semaine dernière, dans le sens où j'ai hâte à la fin de saison... Enfin, en fait, j'ai pas hâte à la fin de saison dans le sens où ça se finisse, mais qu'il y ait le dénouement de toute cette histoire avec River, quoi. Très bien. Bob ? Comme Mireille. Je suis pas sûr d'avoir vu le trailer, en tout cas, je m'en souviens pas, mais j'ai hâte de voir le dénouement avec River Song. Donc... plutôt bien, et en même temps une petite pointe d'appréhension, de peur de voir apparaître des Daleks, des Cybermen ou des trucs comme ça, puisque ça fait un moment qu'on les a pas vus, les bestiaux-là. On a vu les Cybermen sur la retraite du démon, mais très rapidement. Arrête, ils étaient tout pétés, ils voulaient salir... Enfin, non, on les a pas vus. Très bien, je crois qu'on a tout dit. Et du coup, c'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode dans lequel le docteur et Rory perdent Amy dans un endroit très mystérieux. Mais voilà, bien sûr. Je l'attendais. Moi aussi, je l'attendais. Ça y est, du coup, ça t'est revenu. Non, je l'ai dit juste pour la blague. En Moi, plus, je m'en souviens pas. Un remerciement particulier à nos tipeuses Lily, Tiffany et Corsetilou. Merci à elles pour leur soutien. Nous serons présents à la Houviane le dimanche 9 novembre à la salle des fêtes de Moulins Cosplayer. Conférences, expos et jeux seront au rendez-vous. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Vous pouvez également... Ouais, venez. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et Discord. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à nous suivre, à partager le podcast autour de vous et surtout à nous laisser un commentaire sur vos applications d'écoute. Ça aide énormément à faire connaître l'émission et ça nous motive à continuer. Merci à vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut. 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 Merci, bisous.